Bonjour, je m'appelle Christopher Xoll. Je suis un professeur adjoint à l'Université d'Ottawa et je vais vous parler aujourd'hui des essais aléatoires. C'est un outil que j'utilise beaucoup dans ma recherche. Pour moi, c'est une question éthique de bien utiliser les ressources dans l'aide. Pour vous donner un exemple, Miguel et Kramer regardent l'impact d'un médicament sur la présence des enfants à l'école. C'est un médicament contre les parasites d'intestin. Et ils voient qu'il y a un effet énorme sur de réduire en fait l'absence des enfants. Quand ils font un calcul de coût, ils voient que ça ne coûte que 20 centimes américains pour augmenter la scolarité d'un enfant d'une année en moyenne. En même temps, un autre programme de donner des bourses aux filles du secondaire, aux filles les plus performantes au secondaire, en fait, coûte 200$ pour augmenter la scolarité d'une fille d'une année. Pour moi, c'est une question éthique de regarder les coûts de ces différentes interventions. Pour le coût d'une seule bourse, on pourrait achever l'augmentation de niveau de scolarité de 1000 enfants d'une année. Donc, en faisant le choix entre les différents projets et interventions, il faut certainement avoir des objectifs dans la tête, mais aussi les coûts de ces différentes interventions. Et si j'ai le choix, et j'ai le choix quand je fais des donations pour des organisations d'aide, bien sûr, je voudrais que l'argent que je donne soit utilisé de manière la plus efficace. Pour arriver à faire ce choix, nous avons besoin de l'information sur les effets de cette intervention ou de ce projet. Pour ce faire, les essais aléatoires ou essais randomisés sont un outil très performant. Pour vous donner un exemple qui nous touche, disons, tous les mois normalement, tous les médicaments qui sont sur le marché américain, canadien, européen ont tous subi de maintes essais aléatoires. Pourquoi ? Bon, imaginons qu'on veut savoir l'impact d'un médicament contre les maux de tête, les maux de tête. Dans ce contexte, on ne peut pas comparer les gens qui prennent un médicament avec ceux qui ne le prennent pas, parce que les gens qui prennent le médicament sont ceux qui avaient un mal de tête. Pour commencer, par contre, ceux qui ne prennent pas de médicaments, la plupart d'entre eux n'avaient pas de mal de tête. Donc, il n'y a pas une bonne groupe de comparaison qu'on peut construire comme ça. Aussi, on ne peut pas comparer la même personne avec mal de tête, et puis quand elle a pris le médicament, on regarde après disons 2-3 heures, parce que les mal de tête ont une tendance à disparaître même sans médicament. Oui, donc des comparaisons simples entre les personnes qui reçoivent le médicament et ceux qui ne le reçoivent pas, ou la même personne à travers le temps, en fait, ne reflètent pas l'impact du médicament. Donc, ce qu'on fera, et c'est le principe des essais aléatoires, c'est qu'on fait une liste de toutes les personnes qui remplissent certains critères. Donc, pour le médicament de mal de tête, ça serait ceux qui ont un mal de tête en ce moment, et on les met dans deux groupes, le groupe de traitement et le groupe de contrôle. Le groupe de traitement est celui qui va recevoir le médicament contre le mal de tête, et le groupe de contrôle, celui qui ne va pas le recevoir. Et donc ensuite, on va voir si le médicament a un impact pour réduire les mal de tête ou pas. Aussi, on va voir s'il y a des side effects, donc des effets non anticipés
les essais aléatoires arrivent à créer un groupe de contrôle qui est aussi similaire que possible au groupe de traitement. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Donc le principe est de faire une liste de toutes les personnes qui sont éligibles et ensuite de faire un tirage au sort aléatoire qui va dire disons, la moitié est dans le groupe de traitement et la moitié est dans le groupe de contrôle. Ce que ça implique, c'est que aussi bien le groupe de contrôle que le groupe de traitement, en fait, sont représentatifs de tous ceux qui étaient sur la liste initialement. Et donc, le groupe de contrôle est aussi similaire que possible pour la situation où le groupe de traitement n'aurait pas reçu le traitement. Et la qualité de ce groupe de contrôle détermine la qualité de la recherche et de l'information que vont recevoir les politiciens, les bureaucrates qui doivent déterminer si c'est un bon médicament ou pas. Dans ma recherche, j'utilise beaucoup les essais aléatoires dans le contexte du développement. Un exemple récent est un projet d'alphabétisation que j'ai mené au Niger. Je voulais savoir si on pouvait utiliser les téléphones portables pour améliorer l'apprentissage des apprenants dans les classes d'alphabétisation. Donc, on est entré en partenariat avec une ONG et cette ONG mettait déjà en place des programmes d'alphabétisation dans environ 100 villages, des programmes traditionnels d'alphabétisation. Donc, ce qu'on a fait, on a fait un tirage au sort. On a mis 50 de ces villages dans le groupe d'enseignement traditionnel, donc le groupe de contrôle, et 50 dans un groupe de traitement qui allaient recevoir, qui ont reçu en fait des téléphones portables, et les enseignants ont enseigné aux apprenants comment utiliser les téléphones portables. C'était dans le contexte du Niger où entre 70 et 90% des adultes sont analphabètes, mais beaucoup des ménages ont en fait accès aux téléphones portables, mais ils ne savent pas les utiliser. Donc notre idée était de voir si on pouvait augmenter l'apprentissage en leur donnant, disons, cet outil qui rendrait aussi les connaissances d'alphabétisation plus utiles. Ensuite, après, on a fait des tests avec les apprenants et on a vu que les gens dans les classes ABC, alphabétisation à la base de cellulaire, en fait, avaient des connaissances supérieures à ceux qui n'avaient pas reçu les téléphones portables. Et on a ensuite fait une analyse d'efficacité de coût où on a vu que cette intervention était en fait efficace d'un point de vue de coût. À la fin de l'exercice d'évaluation, on veut toujours savoir si, pas seulement si le programme a eu un effet et quelle était la taille de l'effet, mais aussi pourquoi cet effet est survenu. Et c'est dans ce contexte-là que souvent c'est le plus utile d'employer des méthodes mixtes. Oui, il y a certaines choses qu'on peut collecter à travers les méthodes quantitatives, mais c'est très très utile de mettre en place la recherche qualitative aussi. Par exemple, est-ce que les enseignants étaient plus motivés? Des questions comme ça qui seraient intéressantes à voir dans ce contexte. Une question qui est importante dans ce contexte est aussi une question de validité externe. Donc, la validité interne est la question si l'effet qu'on mesure pour l'intervention est
dû seulement au projet et à rien d'autre. C'est la validité interne. La validité externe est si on peut transférer ce projet vers un autre contexte et ça va avoir le même impact ou pas. Donc par exemple, notre programme a été mis en place au Niger, qui est un des pays les plus pauvres du monde, un des pays qui est normalement sur les 5 dernières places du classement du PNUD. Donc c'est un contexte quand même assez spécial. Par contre, on peut penser qu'avec avec la majorité, même des personnes analphabètes en Afrique, ayant au moins un accès limité au téléphone portable, que ça pourrait être un outil performant même dans d'autres contextes. Mais la validité externe est bien sûr réduite si on parle du Nigeria ou même de l'Afrique du Sud où le contexte est vraiment très différent, ou si on regarde le pays, le Mali, qui est juste à côté du Niger et dont les indicateurs de développement humain sont très similaires et où la pénétration, on parle de la pénétration des mobiles, est très similaire aussi par rapport au Niger. Donc la validité externe dépend beaucoup des mécanismes qui sont en place. Donc si le téléphone portable mène à une motivation plus forte des apprenants et des enseignants, est-ce que dans d'autres contextes, ça va être aussi le cas? Oui. Et donc la validité externe repose souvent de nouveau sur les méthodes mixtes. Oui. Il y a certains indicateurs qu'on peut mesurer dans d'autres contextes, mais aussi il y aura un travail qualitatif à faire. Il y a des enjeux éthiques qui surviennent dans le contexte des essais aléatoires. Un des problèmes que beaucoup ont avec la méthodologie est qu'il y a un groupe de contrôle qui n'a pas accès aux bénéfices du programme. Pour moi, c'est moins un problème parce que c'est ce qui caractérise l'aide. Oui, quand il y a une ONG qui va au Niger et qui va mettre en place des programmes d'alphabétisation, l'ONG a un budget, disons, pour 70 villages. Oui, donc il y a les autres 1000 villages qui n'ont pas accès au programme vraiment. Ce qu'on fait quand on fait un essai aléatoire, c'est qu'on caractérise certains de ces groupes qui ne reçoivent pas le bénéfice comme contrôle. Donc, qu'est-ce qui est la différence? Maintenant, ces gens savent qu'ils n'ont pas reçu le projet. Par contre, au départ, avant le projet, ils ont reçu la possibilité de participer. Donc, ils ont un accès équitable dans le sens où ils avaient un accès similaire à la chance d'avoir le projet. Et en fait, quand j'ai fait mis en place les loteries dans des villages pour sélectionner des bénéficiaires, en fait, la plupart des gens aiment la transparence de l'essai aléatoire. Ils voient que tout le monde vraiment a la même chance de participer. Et il y a une femme qui n'avait pas reçu en fait une place dans le projet d'alphabétisation, mais qui disait c'était bien parce que moi, j'avais la même chance d'être sélectionnée que la femme du chef du village. Et normalement, c'est les gens qui sont proches du chef de village qui reçoivent les programmes. Oui, donc il y a un aspect de transparence et aussi d'équité dans l'accès à la chance d'avoir le projet qui pour moi est très important. Il y a aussi d'autres façons de mettre en place un essai randomisé, par exemple de faire ce qu'on appelle un phase-in design.
Ça veut dire que le groupe de contrôle, après 2 ans, va aussi recevoir le programme. Donc là, c'est une question, est-ce que l'ONG a les capacités de faire ça, etc., etc. Une autre question qui survient, surtout dans les programmes qui sont mis en place au niveau du village, c'est que les personnes ne peuvent pas consentir individuellement à faire partie de la recherche. Oui, donc un individu au niveau villageois ne peut pas dire ben, je ne veux pas vraiment faire partie de cette recherche. Mais de nouveau, à mon avis, c'est le cas dans la plupart des projets d'aide. La population, l'ONG ne va pas venir dans un village parce qu'il y a une personne dans le village qui veut avoir le projet. C'est l'ONG qui va déterminer à la base d'indicateurs. L'autre chose, c'est que une personne aussi ne peut pas éviter qu'un projet vienne dans le village. Donc les similarités entre les essais aléatoires, disons, ce que ça implique, et les projets d'aide en général sont très similaires. Il y a des gens qui sont exclus. Maintenant, on est juste plus transparent sur ceux qui étaient éligibles du même niveau et qui n'ont pas reçu en fait l'intervention ou le traitement. Mais je vois que souvent, en fait, les enjeux éthiques vont faire en sorte que la recherche va changer pour les prendre en compte. Pour conclure, je trouve que c'est un outil qui est utile. Il faut faire un peu attention aux enjeux éthiques dans la mise en place en fait de la recherche, mais ce ne sont pas des questions éthiques insurmontables dans le contexte où il y a un budget très limité dans l'aide. Donc il faut toujours sélectionner des bénéficiaires. Et maintenant, on va juste être plus transparent à faire la sélection. Il y a toujours des villages qui vont recevoir un projet ou qui ne vont pas recevoir. Pour le projet lui-même, il n'y a pas la possibilité de consentement. C'est la même chose avec l'essai aléatoire. Par contre, si on fait des entretiens ou des questionnaires avec une personne, là, bien sûr, il y a toujours le consentement qu'on demande à la personne. Donc, à mon avis, les défis qui se posent aux essais aléatoires sont surmontables, mais j'espère que vous aurez la possibilité, en fait, de discuter de ces différents enjeux dans le contexte de ce cours. Merci.